Bonjour Sébastien Jean. Bonjour. Vous êtes directeur du CEPI et nous allons évoquer les conséquences de la crise sanitaire sur les chaînes de valeur. C'est un sujet qui fait l'objet d'un chapitre dans le livre L'économie mondiale, publié aux éditions La Découverte. C'est une édition que publie chaque année le CEPI. Alors d'abord, l'éclatement de la crise a révélé une grande fragilité dans ces chaînes de valeur, a même généré des craintes de pénurie sur certains produits stratégiques et notamment dans l'industrie pharmaceutique. Est-ce que cette vulnérabilité révélée par la crise, pardonnez-moi, est-ce qu'elle doit nous inquiéter ? Alors, bon, peut-être pour commencer, il faut expliquer un peu suffisamment bien de quoi on parle quand on parle de ces chaînes de valeur mondiales. Et donc, c'est une pédagogie, une explication, un décryptage qu'on essaie de faire dans ce chapitre pour expliquer pourquoi il y a eu une intensification des échanges internationaux, mais il s'agit d'autre chose que ça. C'est un phénomène qui va au-delà des seuls échanges, dans la mesure où il s'agit vraiment du développement d'une production, d'une coordination internationale de la production au fur et à mesure des années. Et donc, elle s'est traduite, certes, par une intensification des échanges, alors de plus en plus, notamment des échanges de biens intermédiaires. Elle s'est traduite aussi par une croissance très forte des investissements directs à l'étranger. Pour donner un ordre de grandeur, ils étaient, au niveau mondial, le stock des investissements directs à l'étranger était égal à 10% du PIB en 1990. Un pourcentage qui est passé à 30% en 2007 et qui est de l'ordre de 40% aujourd'hui. Donc c'est vraiment une explosion des investissements directs à l'étranger, et puis très souvent aussi des relations de sous-traitance avec l'étranger qui se sont développées. Alors évidemment, dans ces conditions-là, quand on a un choc important qui touche un pays, et ça a commencé par la Chine, on voit les répercussions dans les autres parce qu'il y a des relations de sous-traitance très fortes. Donc dès que l'industrie chinoise a été impactée, on a vu tout de suite les conséquences en Corée du Sud, par exemple, puis assez vite ensuite des préoccupations, des inquiétudes, quelquefois, dans certains cas spécifiques, des ruptures d'approvisionnement en Europe. Ça n'est pas une surprise au fond, parce que des relations comme celles que je viens de décrire, naturellement, ce sont des relations d'interdépendance. Donc, cette dépendance n'est pas une surprise, mais finalement, on a pris la mesure de son importance. Est-ce qu'il s'agit de vulnérabilité à grande échelle? Je crois que, pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a pu mesurer, on ne peut pas dire, on n'a pas d'éléments permettant d'affirmer que les flux dans les secteurs qui ont le plus de chaînes de valeur internationales, que la production était plus ralentie ou que les flux de commerce est plus ralentis. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment de preuves tangibles, disons, d'une sorte de vulnérabilité. En revanche, on a effectivement mesuré cette dépendance quand, par exemple, on a vu que notre capacité à réagir en termes de politique sanitaire, en termes de production de médicaments, en termes d'approvisionnement en masques, dépendait de l'étranger. Et donc, je crois que c'est beaucoup plus la dépendance qui a été mise en lumière par cette crise que la vulnérabilité des chaînes de valeur. Alors, ce mouvement d'allongement des chaînes de valeur, il était déjà en train de ralentir avant la crise. Est-ce qu'on peut désormais anticiper un retournement ? Alors, effectivement, il y a un ralentissement, en particulier depuis la crise financière mondiale de 2008-2009. Qui est plus de l'ordre d'un plateau, disons, dans l'intensité de ces interdépendances internationales que d'une régression. Il y a eu des baisses, petites baisses par un certain nombre d'indicateurs, un peu plus sensibles pour d'autres, mais je crois qu'on ne peut pas affirmer, à partir de ce qu'on a observé depuis la crise financière, qu'il y ait une tendance à la démondialisation, c'est-à-dire dans le sens où il n'y avait pas une tendance soutenue à la baisse de ces interdépendances. Ça signifie que peut-être certains excès d'avant la crise financière ont été effacés, qu'il y a eu aussi des politiques souvent qui ont été plus défiantes par rapport à l'intensification des relations économiques internationales, mais que dans le même temps, l'attrait de cette division internationale du travail très poussée, l'attrait économique en termes d'avantage de coûts, par exemple, en termes de rapidité de réaction ou de capacité d'innovation, reste à plusieurs égards. Maintenant, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que change la crise sanitaire en cours, la crise économique et sanitaire en cours? Je crois qu'elle est
susceptibles de changer l'évolution de ces chaînes de valeur de façon significative, surtout parce qu'elles modifient les éléments d'appréciation de l'arbitrage coût-bénéfice derrière cette division internationale du travail, de la part des responsables d'entreprise, parce que la crise va changer leur appréciation du champ des possibles, des risques à prendre en compte, de la part des politiques publiques, parce que les États se retrouvent face à une demande de protection plus forte des citoyens, par exemple, à des préoccupations plus fortes de souveraineté, donc ils vont être tentés de réagir à ça, et puis parce qu'on a des tensions géopolitiques aussi qui sont exacerbées par cette situation de crise. Donc tout ça crée un environnement qui peut amener les entreprises à réviser leur jugement, à porter une appréciation différente sur le bon endroit où mettre le curseur en fonction des risques et des bénéfices qu'elles évaluent. Alors, à contre-courant de cette intuition qu'on pourrait avoir d'un coup d'arrêt à la mondialisation provoquée par la crise, 15 pays d'Asie, regroupés au sein de l'ASEAN, ont signé mi-novembre un accord, le RCEP, qui met en place la plus grande zone de libre-échange au monde, qui regroupe 30% de la population. Quelle peut être la portée d'un tel accord ? Alors, c'est un accord effectivement très large, qui couvre une superficie très grande, aussi bien en termes économiques qu'en termes démographiques. À peu près 30% de la planète qu'on mesure en termes de commerce ou de population. Donc évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un accord de libre-échange qui comporte un certain nombre de clauses qui touchent les biens, mais aussi les services et l'investissement. Donc il est très large. Dans le même temps, il faut quand même souligner qu'il est relativement peu profond, comme on dit en général pour qualifier ces accords, dans le sens où les règles les engagements qui sont pris dans le cadre de cet accord sont moins contraignants. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, parce que c'est quand même, elles sont importantes et elles apportent des engagements nouveaux, mais elles sont moins contraignantes que celles qui sont utilisées dans beaucoup d'autres accords. Par exemple, le résultat du partenariat transpacifique que les États-Unis avaient négocié et dont ils sont sortis, mais qui a été poussé au bout par les partenaires avec qui ils avaient négocié. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, je crois que cet accord reflète la volonté des pays d'Asie de faciliter le fonctionnement de l'usine Asie, de faciliter le fonctionnement des chaînes de valeur internationales en Asie, cette division du travail dont ils estiment que c'est un des moteurs de leur croissance et donc qu'ils veulent préserver. Au fond, on peut le voir aussi comme une consolidation de la régionalisation commerciale en Asie. Et de fait, en Asie de l'Est en tout cas, et de fait, même si c'est quelque chose qui s'est construit en étoile, pour ainsi dire, autour des 10 pays de l'ASEAN, on sent bien que le centre de gravité économique de cette usine Asie, c'est la Chine, et cela va le rester. Donc, ce que ça implique aussi, c'est, au fond, pour la Chine, une victoire, dans le sens où même si c'est pas du tout elle qui a dicté les termes de cet accord, mais elle va quand même être au centre de la réalité économique qui existe déjà et qui va se consolider. Elle consolide son caractère incontournable dans la région. C'est important notamment parce que les États-Unis ont des ambitions justement d'être aussi des cœurs battants de la vie économique en Asie. Et au fond, ça les met au défi de leurs ambitions et c'est quelque chose qui va être important dans les réflexions, j'imagine, que vont mener les membres de l'administration Biden pour développer, pour renouveler la politique américaine. Et puis au niveau mondial, c'est aussi un signal qui reste dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre d'économies, chez un certain nombre d'acteurs, une demande pour une mondialisation, pour des chaînes de valeur internationales qui fonctionnent et qui croissent et qui se développent. Et donc un certain nombre de gens pour qui ce repli n'est pas une fatalité et chez qui il y a au fond même une volonté fermement affichée de soutenir le développement de cette activité internationale. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Jean. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre L'économie mondiale 2021 aux éditions La Découverte et au chapitre plus particulièrement où il est question des chaînes de valeur. Merci beaucoup. Merci.